Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre 19-20. À la une ce soir, l'arrestation de 3 hommes soupçonnés de projeter un attentat. Les interpellations ont lieu à Clermont-Ferrand, Marseille et en région parisienne. Selon les informations de France 3, cette affaire pourrait avoir un lien avec le réseau démantelé dans l'Hérault il y a 15 jours. Quel remède pour la santé des Français? Les candidats à la présidentielle ont planché aujourd'hui. François Fillon adoucit son programme mais prône toujours des économies. Hôpital, désert médical, lunettes, les programmes comparés à 19h30. À la une de votre édition régionale, EDF qui ferme ses boutiques en France et bien sûr dans notre région. C'est le cas à Tours mais aussi à Orléans où les salariés se sont mobilisés aujourd'hui. Ils dénoncent une logique privilégiant le rendement à l'humain. On ne pourra bientôt plus les appeler les magnifiques, comme ils aiment se définir. Les habitants de Le Magny, dans l'Indre, se cherchent un gentilé. Le maire en appelle à la population. Celle-ci doit choisir entre 4 propositions. Le détail dans ce journal. Et puis, il a été élu meilleur guide touristique au monde par un tour opérateur japonais. Il est à Chartres. Rencontre avec lui tout à l'heure. Mais on ouvre ce journal avec les premiers meetings de la campagne présidentielle dans notre région. 2 meetings ce soir, Nicolas Dupont-Aignan à Tours où nous nous rendrons dans quelques instants. Et puis Benoît Hamon à Blois. Le socialiste doit prendre la parole d'ici 1h et demie à la Halle aux Grains. Nous sommes en direct de Blois avec Faiza Garel. Faiza, bonsoir. Benoît Hamon a choisi Blois pour son premier meeting en province. Et il y a une raison, Faiza. Oui, bonsoir. Il est ici sur les terres de Marc Gricourt, maire socialiste de Blois et soutien de la première heure de Benoît Hamon. C'est sans doute lui d'ailleurs qui va commencer par s'exprimer tout à l'heure, dans 1 heure environ. Pour l'heure, les portes de cette Halle aux Grains sont encore fermées. Elles vont s'ouvrir dans une demi-heure. On n'attend pas des milliers de personnes. Seulement 600 personnes vont pouvoir s'installer pour écouter le candidat socialiste. Et Benoît Hamon a voulu innover lui aussi, non pas avec un hologramme, mais une sorte de tirage au sort dans le public. Les participants qui vont s'installer avec un numéro et si leur numéro est tiré au sort, eh bien, ils vont pouvoir poser leurs questions à Benoît Hamon. Alors l'enjeu de ces déplacements et de ceux qui vont suivre est bien sûr de rassembler, de montrer aux électeurs qu'il est celui qui peut le plus rassembler à gauche, un enjeu d'autant plus crucial après l'échec des négociations avec le candidat Jean-Luc Mélenchon. Faiza Garel avec Vincent Logereau en direct de Blois, merci beaucoup. Et puis donc de l'autre côté de l'échiquier politique, Nicolas Dupont-Aignan est à Tours ce soir. Le président de Debout la France tient un meeting au Halles sur place. Karim Baïla avec Luc Perrault. Oui, Nicolas Dupont-Aignan est arrivé cet après-midi à Tours après avoir été auditionné à Paris à la Mutualité où il a tenu un discours très clair sur le maintien de la sécurité sociale. D'ailleurs, en arrivant à Tours, il a tenu à visiter l'hôpital Trousseau, les urgences de l'hôpital Trousseau. Alors, on a demandé à son porte-parole s'il avait obtenu les 500 signatures. Il n'a pas voulu nous le dire, mais il se dit confiant de les obtenir en temps et en heure. Il tient actuellement un discours ici même dans les halles de Tours devant à peu près 400 personnes. Alors, prochaine étape, ça sera à Paris le 9 mars à la Mutualité, à la Maison de la Chimie, pardon. Après, il continuera son tour de France avec 2 à 3 déplacements par semaine. Voilà donc pour la politique. Et puis vous nous l'annoncions hier, les obsèques de Xavier Belin seront célébrées vendredi dans la cathédrale d'Orléans. De nombreuses personnalités sont attendues, parmi lesquelles François Hollande, qui a estimé que la disparition du président de la FNSEA était une perte majeure pour la France. Le président de la République pourrait donc faire le déplacement à Orléans avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Circulent également les noms de François Fillon, Nicolas Sarkozy ou encore Gérard Larcher. Le dispositif de sécurité sera dans tous les cas important sur place. Dans l'actualité régionale également ce soir, EDF qui va fermer ses boutiques, dont celle d'Orléans, où l'annonce de sa fermeture provoque la colère des salariés. À l'appel de la CGT Énergie, ils se sont rassemblés aujourd'hui devant le centre de stockage d'Ingré, où ils ont dénoncé la casse sociale et des décisions, je cite, privilégiant la rentabilité à l'humain. Théophile Mbaka avec Amélie Rigaudronzo. Elle se situe dans une rue passante du centre-ville d'Orléans. Ouverte en 2008, la boutique EDF était bien pratique pour les clients. Elle créait du lien social. Sa fermeture programmée suscite crédulité et incompréhension. Je ne le savais pas, mais c'est très dommage. C'est très pratique, elle est très bien en centre-ville et le personnel est très bien. Gentils, courtois, connaissent leur travail et ça va être une grosse perte. Rationalisation et numérique oblige, il faudra à l'avenir passer par le net. Je ne vais pas sur le net parce que je n'ai pas d'ordinateur, monsieur. Alors comment ferez-vous ? Ah, je ne sais pas, mais voilà.
Je refuse l'ordinateur. L'annonce de cette fermeture a entraîné le blocage du site de stockage d'Ingré. Les syndicats dénoncent la stratégie qui privilégie la rentabilité à tout crin au facteur humain et dans leur tract évoquent le passage du monopole au monopoly. Ils externalisent le travail, notamment sur le Plétro d'Engie, qui est externalisé à l'étranger, la fermeture des services communs, l'ouverture du capital d'RTE. Ils ont de cesse que de péter notre entreprise pour faire du gain financier uniquement. EDF est un modèle européen dans l'énergie, avec un tarif régulé qui était le moins cher d'Europe. Et maintenant, on en fait une entreprise concurrentielle où on impose à EDF de revendre du courant au prix de revient aux fournisseurs alternatifs pour qu'ils puissent rentrer dans la concurrence. Et au final, je pense que pour les consommateurs, ça fera une énergie plus chère et puis beaucoup moins sûre. Des agences locales plus nombreuses, un service public de qualité et de proximité. Pour la CGT, le compte n'y est pas. Ce rassemblement à l'appel de la CGT Énergie concernait également Engie, autre groupe énergétique qui restructure actuellement. Et on va plus loin avec vous, Flavien Texier. Bonsoir. On l'a vu, EDF, Engie, le consommateur s'y perd un peu dans toutes ces entreprises du domaine de l'énergie. On ne sait plus vraiment qui fait quoi, mais avec vous, on va y voir un petit peu plus clair. Bonsoir Florent, je vais essayer en tout cas d'être clair et de vous montrer 2-3 éléments tout simples de compréhension. EDF et GDF, il faut le savoir, se sont séparés il y a tout juste 10 ans et depuis cette époque, EDF continue de produire et de vendre du gaz et de l'électricité, mais en solo. Et de son côté, eh bien, GDF a fusionné dans un premier temps, on s'en souvient, avec le groupe Suez et depuis 2 ans, GDF Suez s'appelle tout simplement Engie et du coup Engie est le principal concurrent d'EDF. Alors Engie, ex-GDF Suez, ça représente quoi concrètement dans notre pays ? Eh bien regardez, ce sont près de 74 000 collaborateurs répartis dans l'Hexagone. C'est même le premier opérateur à ce jour en matière d'énergie éolienne et solaire. Regardez ces autres chiffres que nous avons collectés aujourd'hui. C'est le nombre de clients desservis en électricité, toujours en France, ça représente 3 millions de personnes. Et le nombre de clients desservis en gaz naturel, il est un peu plus important celui-ci, près de 8,5 millions en France. Autre information, le principal actionnaire de Engie, eh bien, c'est tout simplement l'État qui détient un tiers du capital. Alors, vous avez donné des chiffres nationaux. Qu'en est-il en région Centre-Val de Loire ? Eh bien, Florent, dans notre région, le groupe compte près de 3000 collaborateurs. Regardez, 2830 très précisément. Chiffre d'affaires du groupe dans la région, à noter, 1 million d'euros. Enfin, sachez qu'il y a une vingtaine de sites au total et Engie est présent, bien sûr, dans les grandes villes du centre. Alors, parmi ces grandes villes, on vient de le voir à l'instant, il y a Orléans. Et là-bas, à Orléans, le groupe possède un centre de relations clientèle. Et ce site est visé actuellement par un projet de redéploiement en interne, ce qui inquiète là aussi les syndicats. Alors, un projet de redéploiement, eh bien, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire concrètement que les salariés orléanais devront un jour changer d'activité. Vont-ils rester ? Vont-ils partir ? L'échéancier est fixé à la fin 2019, ce qui, vous le voyez, laisse un peu de temps à Engie et aux autres acteurs du dossier pour s'organiser. Merci beaucoup Flavien pour votre éclairage. En parlant énergie, on revient ce soir sur le défi famille à énergie positive, un défi qui réunit près de 8000 familles en France depuis décembre dernier. Les équipes doivent réduire de 8% au moins leur facture énergétique. Et pour ce faire, eh bien, les gestes, vous allez le voir, sont à la portée de tous. Exemple en Indre-et-Loire avec un foyer de Saint-Paterne-Racan, c'est au nord du département. Olivia Villamy avec Nathanaël Lemaire. Depuis quelques semaines, Nathalie Chaussy surveille de très près son compteur électrique. Là, actuellement, je suis à 49 621 kWh. Avec sa famille, elle s'est lancée dans le défi énergie. Sur ce site internet, elle peut observer l'évolution de sa consommation. Moins 35,2% par rapport à l'année dernière à la même période. Et les résultats sont impressionnants. Je m'attendais à être plus gourmande en bois, par exemple, pour chauffer. Et puis en fait, non, la maison réagit bien. Donc du coup, voilà, on est très bien même. Installer des rideaux, éteindre les multiprises ou veiller à ce que la température intérieure ne dépasse pas les 20 degrés, voilà les petits gestes que la famille a adoptés. Approchez, venez tous autour de... Ce soir, les organisateurs font le point avec les membres de l'équipe. Au programme, des défis, comme celui de faire la vaisselle en utilisant le moins d'eau possible.
C'est vraiment faire ensemble des éco-gestes, des petits éco-gestes et qui permet d'avoir moins 8, moins 12% d'économie à la fin du défi. Et c'est environ 200 € sur ces factures, donc c'est pas mal. Réajuster sa consommation d'eau et d'électricité sans pour autant renoncer au confort, voilà la recette de ces nouveaux écolos. Le fait de se placer dans une dynamique de réduction de la consommation, ça fait que à plein de moments, dans la journée, dans la semaine, je me dis « Ah, tiens, peut-être je pourrais faire autrement ». Cette année, 350 familles de la région ont choisi de se lancer dans ce défi solidaire et convivial. Jusqu'à présent, pour s'identifier, ils laissaient libre cours à leur imagination. Les habitants de Lemagny dans l'Indre se cherchent un nom car ils en sont pour le moment dépourvus. La population est donc actuellement consultée. Pour définir leur gentilé, ils ont le choix entre 4 propositions. Le détail avec Juliette Rocher et Jean-Christophe Ragzi. Magnicois, Magnicien, Ménilois, Ménilien, les 1083 habitants de la commune du Magny sont invités à trancher entre ces 4 propositions. Une consultation pour se choisir un nom qui jusque-là ne passionne pas tous les habitants. Les noms des gens du Magny, j'en fais partie, mais bon, que je m'appelle comme on voudra, hein, comme la majorité le décidera. Et moi, j'accepterai tout ce que les autres ont décidé pour moi. Oui, c'est bien de trouver un nom pour les habitants du Magny. Ouais. Il n'y en a pas encore, oui. Ouais. Est-ce que c'est une chose vraiment vitale? Non, je pense pas. En tout cas, pas pour moi. 10 ans que le Magny essaye de se faire un nom. Si les habitants n'ont pas trouvé l'inspiration, leurs voisins ne se sont pas privés pour leur trouver un sobriquet. Il y en avait qui nous appelaient les Magnifiques. Donc après, bon, ça n'a pas été mis pour le vote, tout ça, ça n'a pas été mis, mais après voilà, ça c'est des choix, donc c'est pas dérangeant. Toutes les communes aux alentours ont un prénom, enfin ont un nom d'habitants, donc je trouve ça bien. Alors le maire a pris le sujet à bras-le-corps. Il a consulté les archives départementales et celles de la commune pour déterminer ses propositions, fruit d'une recherche quasi scientifique. Il y a différentes origines possibles, étymologiques possibles. Donc il peut y avoir l'origine Maniacum, l'origine Mentionile, qui serait devenue Maigno, pour devenir Ménil, et d'où la proposition de Ménilois, Méniloise. Les habitants ont jusqu'au 28 février pour venir déposer leur bulletin à la mairie. Et donc le résultat est attendu le 3 mars prochain. On en vient à ce titre décerné par un très grand tour opérateur japonais. Selon lui, le meilleur guide humain au monde est aussi un japonais, mais il est basé à Chartres. Rencontre avec Sana Asnaoui et Jamel Mouaki. Yuken a une manière bien à lui de faire la visite de la cathédrale. Ce groupe, arrivé en car ce matin, est très motivé par la visite, car leur guide aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Yuken Tagigura a reçu cette année le prix du meilleur guide au monde par un tour opérateur pour la qualité de ses visites. À cette époque-là, au Japon, ça s'est passé, etc., etc. Et donc, je parle d'un peu d'histoire du Japon en même temps. C'est pour ça que donc ils ont, comment dire, un peu l'image plus familier, si vous voulez, par rapport à l'histoire. J'essaie d'être connecteur de 2 cultures différentes. La cathédrale est le monument majeur de cette visite. Le guide nippon explique à l'aide d'une tablette et de mini-vitraux comment, il y a 800 ans, les hommes ont réussi l'exploit de raconter les scènes de la Bible en images pour permettre aux analphabètes d'apprendre leur religion. C'est très particulier. Je ressens des choses vraiment spéciales. Ce silence, ce bleu magnifique, c'est quelque chose de très fort pour nous. Les vitraux fascinent les touristes tant par leur couleur que par leur beauté. Je trouve que la rosace est vraiment très belle. Les touristes japonais commencent à revenir dans l'Hexagone depuis la mise en place de l'état d'urgence et Chartres n'a aucun souci à se faire tant que le meilleur guide au monde est sur la place. Restez avec nous dans quelques instants. Votre découverte sur une jeune artiste tourangelle pleine de talent et d'avenir. Elle se nomme Camille, elle a 24 ans. Elle peint des tableaux résolument glamour et féminins.
Et puis votre feuilleton de la semaine, nous sommes toujours à Chartres pour suivre les fouilles archéologiques. La ville compte en la matière l'un des services les plus importants de France. Et justement, place au deuxième épisode de ce feuilleton avec Didier Lepape. Ça, c'est du charolais, donc c'est quand même assez costaud. Et puis, ça, c'est un bœuf médiéval. Les archéologues sur les chantiers tombent souvent sur des os par milliers. Les poubelles n'existaient pas aux temps anciens. L'archéozoologue les trie un par un et met tous ses sens à contribution. On goûte et quand c'est de l'os, c'est au niveau de la langue, ça donne un aspect, ça accroche en fait. Et quand c'est de la pierre, quand c'est minéral, de manière générale, c'est froid. À travers les animaux mangés, la scientifique reconstitue la faune d'une époque. On a très peu de cerfs, on a surtout du lièvre. Et ça, c'est plutôt synonyme d'espace ouvert. Pas fortement boisé en tout cas. À la maison de l'archéologie, les spécialistes des os animaux et humains côtoient les restauratrices. Elles ne sont pas archéologues, mais spécialistes du traitement des matières. Leur but, qu'aucune information ne se perde. Cette clé gallo-romaine a été passée au rayon X pour aider la restauratrice à retrouver la surface d'origine. Quand l'objet est brut de fouille, en fait, il est complètement corrodé, recouvert de sédiments et on n'a pas accès à l'information en fait. La première approche n'est pas intuitive. On voit l'objet, on ne sait pas forcément ce qu'il était. Et donc il y a vraiment une notion de redécouverte et il y a un aspect magique. Et forcément, la magie est liée aussi à l'émotion de cette découverte. Les restauratrices remontent le temps et les objets pour les exposer dans les musées. L'idée, c'est vraiment pas de refabriquer une clé, mais c'est de chercher à réévoquer et à montrer aux gens ce qu'étaient ces objets à l'époque où les Gallo-Romains ou les gens les utilisaient. Ce vase est reconstruit, pas forcément au complet. Ce sera le travail de l'archéologue d'interpréter son profil. Un profil archéologique, c'est avoir le profil du col au pied, sans pour autant qu'elle soit entière. Donc celle-ci, là comme ça, elle va pouvoir la dessiner, prendre l'empreinte et puis la reporter, la dessiner en quelque sorte. Nous verrons demain comment les céramologues, grâce aux vaisselles cassées, retracent le quotidien des gens, pauvres ou riches. On en vient à notre découverte. Rencontre ce soir avec une jeune artiste tourangelle pleine de talent. Elle a 24 ans, elle s'appelle Camille. Elle peint des tableaux délicats et colorés. Un art glamour et féminin, comme on peut le constater de Nigane avec Sabrina Tchikini. Une silhouette fine, presque fragile, c'est celle de Camille, 25 ans. Si le ciel est gris et le temps peu propice aux lumières chatoyantes, ne vous y trompez pas. Dans la tête de cette jeune femme réside une palette de couleurs vives et chaudes. En quelque sorte, elle ne voit pas la vie comme vous et moi. De père iranien, artiste lui-même et de mère française, le destin de Camille devait la conduire sur les bancs de la faculté pour y apprendre les lois, la justice. Mais finalement, les liens de sang, sans doute, ont eu raison de la haute institution et de son destin. Elle devient alors une artiste peintre? Non. Un sculpteur? Non plus. Mais une créatrice hors norme, profondément décalée, avec ce rien de nostalgie enfantine. Je pense qu'on retrouve l'enfant parce que c'est un monde assez enfantin, c'est assez imaginaire, on va dire. Donc, oui, je pense que c'est la continuité. J'ai plein d'idées, je continue. Quand j'étais petite, j'avais plein d'idées aussi. Elle vous fait grandir, la peinture? Ouais, elle me fait grandir et aussi, elle me ramène aussi dans l'enfance. Donc, c'est un peu des deux. À regarder la table de travail de Camille, les matières premières sont parfois étonnantes. Inventaire.
Il y a de la poudre de paillettes, de la peinture acrylique, de l'encre, des stylos gel, des perles de sequin, des Posca, des feutres. Après, il y a des plumes, il peut y avoir aussi des fleurs séchées, je vais en mettre dans ma nouvelle collection. Du blanco essentiellement. Ouais, il y a plein de choses, quoi. Deux périodes dans son univers. Plus traditionnel d'abord, emprunt à une influence, et un peu perché désormais. Glamour et sensuel, c'est de photos sur papier glacé qu'elle puise son imaginaire. Scène de vie mise en lumière, même si la jeune femme reste effacée et discrète, avec un voile d'angoisse sur ses yeux. J'ai peur pour ma vie, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est important quand on est artiste et qu'on aime vraiment ça, que ce soit les mains ou les yeux, le regard qu'on porte sur ce qu'on fait, c'est important de voir ce qu'on... c'est important pour nous. Donc oui, de ne plus avoir l'usage de mes mains ou de mes yeux, ça m'angoisse, quoi. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Camille vit dans son siècle, et même un peu en avance dans son monde à elle. Elle apparaît souvent comme un ovni. Je suis admirative parce que déjà je ne lui connais pas de comparatif et elle a son imaginaire à elle qui lui est propre et je ne lui demande même pas exactement comment elle s'y prend pour créer. Le résultat est assez mystérieux et c'est ce que j'aime. Voilà. Et il y a aussi un côté, son côté un peu contemporain, mode, magazine que j'aime beaucoup aussi en tant que fille. Camille est déterminée. Aujourd'hui, elle sait qu'il se passe quelque chose pour son travail sur le net, mais pas seulement. On lui demande depuis peu d'exposer à Tours, à Paris et sur d'autres continents. Valise sous le bras, elle emmènera ses créas, comme elle dit, au bout de son monde. Effectivement, c'est un travail très coloré. Je vous rappelle les principaux titres de votre édition régionale. Les deux premiers meetings de la présidentielle en Centre-Val de Loire. Le socialiste Benoît Hamon est à Blois ce soir à la Halle aux Grains. De son côté, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est à Tours aux Halles depuis 19h. EDF va fermer toutes ses boutiques d'ici à 2 ans. Toutes les villes de la région sont bien sûr concernées, comme Orléans, où les salariés se sont mobilisés aujourd'hui pour dénoncer une politique de groupe qui privilégie le rendement à l'humain. Manicois, Maniciens, Ménilois ou Méniliens, les habitants de Le Mani dans l'Indre sont appelés à se prononcer sur leur futur nom. Résultat, le 3 mars prochain. Jusqu'à présent, ils en étaient dépourvus. On les surnommait même les Magnifiques. Voilà pour l'information de ce mardi soir. Dans un instant, Carole Gessler pour votre journal national. Très bonne soirée sur France 3.